Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le monde écrit, tout le monde filme et photographie, tout le monde témoigne et donne son opinion en tout temps. Beaucoup de personnes s'improvisent journalistes sur les réseaux sociaux. On informe, on désinforme, on mésinforme même. Les réseaux sociaux font peur parce que les dégâts qu'ils causent prennent de l'ampleur au fil du temps. C'est cela notre préoccupation ce soir au cours de ce 100e numéro de notre émission Le Débat. Un psychologue, le professeur Djebi Chan Guillaume, il est psychologue et cognitiviste, enseignant-chercheur. Bonsoir professeur. Vous êtes là pour nous dire ce qui traverse l'esprit de chacun lorsqu'il a accès aux réseaux sociaux. Un juriste, Maître Saha Abdou Abbas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat à la Cour et consultant en droit des TIC. Vous, pour attirer notre attention sur les infractions et les sanctions avec lesquelles nous flirtons tous les jours. Un journaliste, le docteur David Yuin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et enseignant-chercheur également. Vous, pour nous dire comment des informations échappent à votre contrôle. Et enfin, monsieur Moucho Yao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association de recherche en sécurité informatique. Bien entendu, vous allez nous dire à quoi nous sommes exposés tous les jours. Merci à vous, messieurs, d'être sur ce plateau pour aborder une question qui nous intéresse véritablement. La première question que je voudrais vous poser tout de suite avant de commencer, c'est par vous, professeur Djebi. À votre avis, qu'est-ce qui se passe pour que les réseaux sociaux soient autant agités? Je pense que les réseaux sociaux sont de plus en plus pratiqués parce que les citoyens de tous les pays, de toutes les contrées, commencent à avoir quelques soucis pour pouvoir être informés par les canaux ordinaires, que ce soit la télévision ou la presse. Alors que sur les réseaux sociaux, les informations vont très vite, alors qu'aujourd'hui, chaque citoyen a envie d'être informé le plus rapidement possible. C'est ce qui fait que de plus en plus, les réseaux sociaux sont pratiqués. Maître, ça a beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Il faut dire aussi que ce qui justifie la multiplication des interventions sur les réseaux sociaux, c'est également la liberté d'expression. On estime qu'avec les réseaux sociaux, on a la possibilité, la faculté de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Donc c'est ce qui explique également qu'il y a une démultiplication des utilisateurs des réseaux sociaux. Il faut dire aussi que, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux sont une source d'information. Aujourd'hui, ou bien il y a 10 ans, quand on voulait écouter le journal de la RTI, il fallait être à 20h devant son poste téléviseur, avoir une télévision. Mais aujourd'hui, avec juste un téléphone portable, vous êtes dans le Baka, vous pouvez suivre le journal de la RTI. Vous pouvez également, avec l'anonymat qu'on pense avoir avec les réseaux sociaux, s'exprimer, dire ce qu'on veut. Vous êtes dans un Baka, vous ne pourrez pas insulter monsieur Ncho qui est là. Mais par contre, quand vous avez votre ordinateur ou bien votre téléphone portable dans votre chambre, dans l'obscurité, vous pouvez dire, mais toi, tu es un imbécile. En tout cas, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Très bien. Docteur David Yuan, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, vous n'êtes plus les seuls sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Les réseaux sociaux, sinon Internet, a bouleversé un tout petit peu notre métier. Bien avant cette explosion des réseaux sociaux, les médias avaient le monopole de l'information, avaient le monopole du traitement et de la diffusion de l'information à un public. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis et permettent donc à des citoyens, aux citoyens lambda, de produire aussi du contenu, même s'il n'est pas forcément professionnel, mais du contenu pour le transmettre à un public. Donc aujourd'hui, les médias ont effectivement perdu ce monopole qu'ils avaient avec la transmission de l'information et avec aujourd'hui l'apparition des réseaux sociaux. Moucho Yao, vous êtes expert en recherche en sécurité informatique. C'est sûr que vous voyez beaucoup de choses, certaines choses que nous n'apercevons pas lorsque nous regardons, nous lisons, lorsque nous pratiquons les réseaux sociaux. Mais oui, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que le web a évolué. Avant, on faisait un site pour informer. Avant, l'utilisateur n'avait pas la capacité d'interagir. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce que, on va dire, les leaders d'Internet recherchent aujourd'hui, c'est que les utilisateurs soient capables d'interagir. C'est ça Internet aujourd'hui.
tout le monde doit pouvoir réagir. Donc sur Internet, on s'exprime, mais on s'exprime librement et on s'exprime souvent sans état d'âme. Plus vous vous exprimez sans état d'âme, plus c'est vulgarisé, plus c'est suivi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Il faut le comprendre. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet de se divertir. Donc, des gens utilisent Internet pour se divertir. Les gens se disent aussi, Internet, ça me permet de m'émanciper. Donc, des gens qui ne pouvaient pas parler dans certains lieux se disent, voici, je peux parler. Tout le monde a droit à la parole. Et c'est toute cette philosophie-là qu'il faut comprendre. Ça donne de la visibilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'était pas connu comprend qu'il peut utiliser Internet pour se faire connaître, pour se faire entendre. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, mais il y a aussi ses dangers. Tout le monde est sur Internet, il y a beaucoup d'excès. Justement, c'est de cela que nous allons parler ce soir. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie avec des millions d'adeptes. Ils s'imposent comme outils de communication au quotidien. Bien sûr que les réseaux sociaux offrent des avantages à ceux qui s'y intéressent, mais aussi présentent des inconvénients. L'exacerbation, par exemple, de la haine, c'en est un exemple. On va suivre ce reportage de Ahmed Traoré et de Flora Balogueï. Les médias sociaux contribuent aujourd'hui à la diffusion rapide des informations. Ces systèmes de communication sont, à n'en point douter, les plus utilisés et consultés quotidiennement. Ces réseaux sociaux partagés via Internet s'appellent Facebook, Viber, Twitter, Instagram, WhatsApp, pour ne citer que ceux-ci. L'on constate que depuis ces dernières décennies, les sites abritant ces réseaux sociaux sont devenus les repères les plus populaires. Ils ont révolutionné notre façon de communiquer. Leur impact est indéniable. Cependant, des interrogations s'imposent. Les informations véhiculées sont-elles fiables, crédibles? De quels moyens de vérification dispose-t-on pour repérer les dérives qui peuvent accompagner ces informations erronées? Heureusement, aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent vraiment de démontrer qu'une information qui est passée est fausse si on prend le soin d'utiliser ce type de logiciel. Je pense qu'on peut continuer à utiliser les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas croire que c'est fondamentalement mauvais. Ce n'est vraiment pas une affaire de partage entre l'amour et la haine. C'est le choix raisonnable, le choix mesuré, le choix réfléchi que chacun est en droit de faire. Et là, comme sur beaucoup d'autres questions, il faut garder sa raison critique. Fort heureusement, les pouvoirs publics mettent un point d'honneur à empêcher, sinon freiner, les travers dans l'usage des réseaux sociaux. Des moyens de communication qui semblent faire plus de mal que de bien, de par le contenu des posts envoyés à grande échelle, parfois tendancieux, irrévérencieux, calomnieux, violents, haineux. Une fois mis en ligne, ces textes dévoilent un usage nocif parce que ouvert à une large consultation des internautes. Existe-t-il des mécanismes juridiques pour stopper la propagation des messages véhiculant la haine? Un réseau social où il y a de la haine, tu as le droit de dire « je ne suis plus là-dedans ». Donc c'est aussi une forme de protestation. L'autre chose maintenant, c'est toute la batterie juridique qu'il y a, qu'on peut également activer. Et là-dessus, je peux vous dire aussi que les services qui sont en charge de ce type de contrôle ne dorment pas tout à fait. Aujourd'hui, on observe et il y a de plus en plus les grands distributeurs, les GAFA comme on dit, qui sont très soucieux, qui deviennent de plus en plus vigilants au type d'informations qui circulent. Et ils ont mis eux aussi en place des sortes d'équipes de veille qui enlèvent d'emblée des informations délibérément ou hautement haineuses. Les réseaux sociaux, ce sont aussi les problèmes que causent les fake news. Ces informations fausses, mensongères, participent à tromper le lecteur de ces news ou à influencer son opinion sur un sujet particulier. Là aussi, les conséquences sont nombreuses. On peut user des informations pour opposer des communautés, on l'a vu lors des dernières élections. On peut l'utiliser aussi pour jeter du discrédit sur la gestion d'un homme, d'un élu. On peut également ruiner définitivement la réputation d'une pauvre personne, d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Et après, c'est très très difficile à rattraper. Mais encore une fois, je pense que
c'est la vigilance de chacun de nous et surtout que chacun de nous comprenne qu'on peut désactiver les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de rester connecté 24 heures sur 24. L'une des principales conséquences de cette croissance et de l'usage exponentiel des réseaux sociaux est la dépendance créée chez les utilisateurs, motivée entre autres par la peur de rater une info, même non crédible, et le fait d'avoir la primeur de l'information. Professeur Djebi, vous avez entendu dans ce reportage, c'est un résumé, tout a été dit, mais le constat que nous faisons, c'est qu'il y a trop d'infractions sur les réseaux sociaux, des discours haineux ces derniers temps. Pendant la présidentielle, nous l'avons constaté. Y a-t-il des explications qui tiennent? Il y a des explications, je ne sais pas si elles tiennent, mais ce qu'il faut savoir, l'expression réseaux sociaux est bien choisie. Quand on dit réseaux sociaux, ce sont des individus qui vont s'y retrouver, des individus qui ont les mêmes préoccupations, qui ont les mêmes intérêts, et sûrement qui se sentent, j'allais dire, martyrisés ou se sentent maltraités d'une certaine façon. Et donc, ils se regroupent sur des plateformes où ils échangent des informations. Et ces informations-là, généralement, quand ils diffusent ces informations, ceux qui sont à l'intérieur du réseau n'ont pas le temps de critiquer. Parce que l'information qu'ils donnent est véhiculée par un ami du réseau. Et généralement, c'est ceux qui sont à l'extérieur de leur plateforme qui pensent que c'est une information de haine. C'est pourquoi, chaque fois qu'une information est partie, vous allez voir rarement ceux qui sont à l'intérieur de la plateforme, ça ne leur dit rien. C'est nous qui sommes à l'extérieur qui percevons la haine. Sinon, pour eux, il n'y a pas de haine. Parce qu'ils pensent que c'est la réponse à la maltraitance qu'ils subissent. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec cette position parce que même sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a des affrontements. Bien sûr, il y a affrontements, mais justement, tant qu'il n'y a pas affrontement, leur difficulté n'est pas perçue. Leur objectif, c'est que par leurs propos, par leur façon de se conduire, il faut qu'il y ait affrontement pour interpeller ceux qu'ils estiment être leurs bourreaux. Et psychologiquement, comment est-ce que vous expliquez cela? Parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Vous avez utilisé le mot maltraité. Est-ce que tous ceux qui sont... Ils se sentent maltraités. Bien sûr, vous qualifiez ainsi, mais tous ceux qui se sentent, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux se sentent maltraités. Par qui? Il y a plusieurs bourreaux. Et chaque individu a son bourreau. Mais comme individuellement, il ne peut pas répondre à la maltraitance du bourreau, c'est pourquoi ils s'organisent dans des plateformes, sur des réseaux sociaux, et ils tiennent les mêmes discours. Malheureusement, tant qu'ils sont dans les réseaux sociaux, il n'y a personne pour blâmer leur discours. Et le discours continue, parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils s'organisent pour répondre à leur bourreau. Oui, personne pour blâmer, c'est ce que vous dites. Vous expliquez d'abord les discours haineux. Il y a une explication à cela. Le professeur a donné son point de vue. Moi, je crois que, comme le disait M. Ncho tout à l'heure, il y a d'abord individuellement, pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, c'est un exutoire. En général, c'est des gens qui sont très timides, qui n'ont pas la faculté ou la possibilité de s'exprimer en face d'un individu. Un débat comme celui que nous sommes en train de vivre en ce moment, ils n'ont pas cette possibilité, donc ils se réfugient dans les réseaux sociaux. Un autre élément qui favorise ces discours, c'est l'anonymat. Le semblant d'anonymat qu'on a. Quand on a son portable, on peut être sur un réseau social avec son nom, on peut être sur un réseau social avec un pseudo. Donc avec ces éléments, ça devient un exutoire. Ça démultiplie tout ce qui était enfoui dans l'individu. Donc voilà. Ont-ils quelque chose à cacher? Ah oui, généralement. Comme je dis, c'est quelqu'un qui s'émancipe, qui veut s'émanciper à travers les réseaux sociaux, qui n'a pas le courage, qui ne peut pas mener un débat frontal. Regardez ceux qui tiennent les discours haineux sur les réseaux sociaux. En général, ils utilisent des pseudos. Parce que même sur le réseau social, ils n'ont pas le courage de s'exprimer, de se montrer.
De plus en plus, on voit des visages quand même. Les gens assument leur position, même si c'est des positions condamnables. Oui, c'est des positions que de plus en plus, ils sont visibles. Mais il y a une autre difficulté dans les réseaux sociaux. J'ai parlé de l'anonymat, mais il y a également la difficulté non seulement d'identifier, mais surtout de localiser l'individu. L'individu parle, écrit sur un réseau social, mais peut-être il est à Korogo, peut-être il est à Mans, peut-être qu'il est aux États-Unis. Donc, et ces informations-là sont perçues sur le territoire ivoirien. De sorte que, bon, pour lui, c'est encore une possibilité de s'exprimer. Il est caché peut-être au Canada dans son salon. Il s'invite dans la politique ivoirienne parce qu'il sait qu'il est hors des frontières et il peut s'exprimer. Donc, je pense que c'est un élément aussi qui a favorisé la multiplication de ces discours totalement haineux. Docteur Huyan, les discours, les agissements illicites sur les réseaux sociaux, vous les expliquez, vous les justifiez? Déjà, il faut relever le fait que les propos haineux ne datent pas d'aujourd'hui. Ça existait bien avant les réseaux sociaux. Une petite anecdote, quand on était au campus fin des années 90, début des années 2000, dans les bus, dans les transports en commun, on se lançait souvent des invectives et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être cette manifestation de ce qu'on faisait à l'époque qui se retrouve aujourd'hui à une grande échelle sur les réseaux sociaux, qui est amplifiée donc par les réseaux sociaux et qui donne ce semblant de nouveauté. En fait, sinon ce n'est pas nouveau. La parole affective de l'homme a toujours existé, mais aujourd'hui, elle est simplement amplifiée par la magie, on va dire, de l'Internet, qui permet déjà l'instantanéité. Donc, avant, on pouvait se lancer des invectives, mais c'était dans un endroit bien fermé, dans un espace clos, maîtrisé. Mais aujourd'hui, avec Internet, quand on lance un propos, ben c'est tout le monde entier, tous ceux qui sont connectés, donc qui peuvent voir cela. Et il y a aussi, comme l'a relevé tout à l'heure Maître Sarr, l'anonymat. L'anonymat enfin le semblant d'anonymat, parce qu'en réalité, peut-être l'expert le dira tout à l'heure, tout est tracé, tout est traçable évidemment. Donc ce semblant d'anonymat amène des personnes à se lâcher un tout petit peu sur les réseaux sociaux, et donc cela donne une image assez négative, on dirait, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes en train de dire que c'est la faute à Internet. Non, du tout. Je veux juste dire que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un phénomène nouveau. La parole affective a toujours existé. L'homme est marqué par cela, donc ça a toujours existé, ce n'est pas nouveau. Les réseaux sociaux ont simplement servi de démultiplicateur, en fait, de canal pour démultiplier cette parole affective de l'homme qui était, on va dire, dans un vase bien clos et qui n'était pas ouvert à tout le monde. Alors, il y a une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ces dérives-là s'expliquent, vous, à votre niveau? Oui, je crois que le psychologue l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, on est dans un autre mode de pensée. On est dans une autre manière de voir. Ce que nous appelons aujourd'hui atteinte aux mœurs n'est pas forcément atteinte aux mœurs pour les autres. Ce qu'on appelle discours haineux n'est pas forcément discours haineux pour les autres. Mais vous savez, tout de même, vous ne pouvez pas dire cela. Tout de même, quand c'est haineux, c'est clair. Non, pas forcément. Vous allez voir, par exemple, des jeunes qui diffusent leur rapport sexuel en ligne. Lorsque vous allez être avec ces jeunes-là, ils ne comprennent pas que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Oui, on a vu dans certains pays... Ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas mauvais. Oui, ça peut être mauvais, et c'est vraiment mauvais, mais ils ne comprennent pas. Donc, comme ils ne comprennent pas, ils le font. Donc, peut-être que c'est un problème de sensibilisation. Donc, peut-être qu'il faut faire de la sensibilisation parce qu'ils ne savent pas. Ce qu'on appelle discours haineux, lorsque quelqu'un est en train d'harceler quelqu'un sur Internet, il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Tout de même, ce que nous constatons, c'est que les personnes qui parlent, qui appellent au meurtre, par exemple, de part et d'autre, oui. On ne peut pas dire qu'ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Peut-être qu'il y a certains qui savent très bien ce qu'ils font, mais il y a d'autres qui relaient, qui ne savent pas. C'est une autre mentalité sur Internet.
c'est une autre mentalité et il faut bien comprendre cette mentalité. Et comme on l'a dit, c'est amplifié par le fait que des gens savent qu'ils sont anonymes, des gens savent qu'ils sont cachés, des gens savent qu'ils sont, par exemple, dans un pays où on ne comprend pas que ce qu'ils sont en train de dire est perçu comme de la haine. Mais c'est à demi vrai ce que vous dites quand vous dites des anonymes. C'est beaucoup de visages qu'on voit, des personnes qu'on reconnaît, qu'on peut retrouver, qui sont traçables. On ne peut pas parler d'anonymat. Voilà, donc, lorsque quelqu'un, par exemple, est traçable et qu'il continue, c'est parce qu'il sait, comme je disais tout à l'heure, qu'il se trouve, par exemple, dans un pays où ce que nous voyons comme discours de haine n'est pas perçu directement par la population ou par les autorités de ce pays comme discours de haine. Donc, il sait qu'il ne sera pas interpellé dans le pays où il se trouve. Même si je ne suis pas d'accord. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je ne suis pas totalement d'accord avec la position parce que ces personnes qui parlent sont conscientes de ce qu'elles font. Elles le font d'ailleurs pour faire mal. Donc, on ne peut pas dire que ce discours, leur discours, ce n'est pas haineux ou bien... Voilà. Mais M. Fauna, je voulais renchérir ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, je prends l'exemple de la crise qui a eu lieu, qui a cours actuellement en Syrie. Sur les réseaux sociaux, il y avait des recrutements de jeunes vivant en France pour aller en Syrie. Mais le recrutement se faisait au moment où le président Hollande était au pouvoir. Le recrutement se faisait sur Internet, sur les réseaux sociaux, au vu aussi des Français. Jusqu'à ce que, quand ces jeunes-là sont partis et que Bachar al-Assad n'a pas pu tomber et qu'ils sont revenus, quand les attaques ont commencé en France, c'est là qu'on a déploré le fait qu'on ait donné libre cours au recrutement par voie Internet. Vous comprenez? C'est pour vous dire que les discours que les gens tiennent, tant que ça arrange une frange de population qui ne critique pas, ces discours-là vont toujours tenir. Et encore ceux qui sont, qui sont sur la même plateforme, tant qu'ils tiennent ces discours et que ce n'est pas blâmé par ceux qui les ont envoyés, ou bien ce n'est pas condamné par le régime qui est en place ouvertement, ils continuent. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. D'accord, même si je ne partage pas totalement le point de vue, parce que ce n'est pas parce que ça n'a pas été sanctionné que ce n'est pas blâmable. Oui, allez-y, La question que vous avez posée, c'est celle de savoir qu'est-ce qui justifie ce déversement de haine. On a tous évoqué les éléments justificatifs, mais je voudrais parler aussi d'un autre élément, c'est le sentiment lié à l'anonymat, mais le sentiment d'impunité. On a l'impression qu'on est caché, mais la police ne peut rien contre nous, la justice ne peut rien contre nous. Donc c'est ce sentiment d'impunité qui exacerbe certains sentiments enfouis chez certains utilisateurs des réseaux sociaux. Donc anonymat et sentiment d'impunité. À cause de ça, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Et vous pensez qu'il y a impunité véritablement, de façon générale? Pas du tout. Je pense que l'actualité récente a montré que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'impunité. Ce n'est pas, comme certains le pensent, une zone de non-droit. Il y a des textes, on en parlera certainement tout à l'heure, mais il y a des textes qui répriment mais vraiment sévèrement tout ce qui se déroule en ce moment sur Internet. Les personnes qui jusqu'à présent disent des choses condamnables, vous pensez qu'elles sont manipulées? Ah non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y en a certainement qui sont manipulées, mais je pense que c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est également un exutoire. Il y en a qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'ont peut-être pas accès... c'est leur façon d'exprimer leur liberté? Ah oui, malheureusement. Malheureusement, il y en a qui s'expriment comme ça. Ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer dans les médias traditionnels. Donc, pour eux, le réseau social est un canal d'expression. Pour eux, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, au regard de la liberté d'expression, ils ont la possibilité de dire tout ce qu'ils veulent. Même si c'est de la diffamation, même si c'est des propos haineux, discriminatoires, ils ont la possibilité de le dire. Mais on fait de plus en plus de formations à l'endroit des magistrats, à l'endroit des avocats, à l'endroit également de la police. Et je pense que la RTI aussi est également un canal de diffusion de ces avertissements
envers les utilisateurs des réseaux sociaux pour leur dire attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais leur liberté ressemble finalement au libertinage. Ah oui, il n'y a pas... Mais vous, les juristes, on regarde vers vous à ce niveau. Vous n'avez pas les textes qu'il faut pour freiner ou pour atténuer? Non, les textes existent. Mais il y a d'abord une difficulté. Il y a eu une évolution des comportements des délinquants. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque temps, pour parler de vol, il fallait un contact avec la victime. Subtiliser son argent, subtiliser son portefeuille. Pour parler de diffamation, pour insulter quelqu'un, il fallait passer par un canal traditionnel, qui est peut-être le journal, la presse papier. Mais aujourd'hui, on se met dans sa chambre, on peut faire de la diffamation à travers Internet. Mais contrairement à ce qu'on pense, les textes existent qui répriment la diffamation, qui répriment l'injure, qui répriment les discours haineux. Ces textes existent. Vous ne les appliquez pas, vous, juriste? Moi, je suis avocat. Donc... Oui, je parle de tous les juristes de façon générale. Vous dites que les textes existent, vous ne les appliquez pas? Mais l'actualité récente, comme je l'ai dit, a montré que les juridictions ivoiriennes ont commencé, peut-être depuis 5-6 ans, à réprimer. La phase de répression, on était d'abord dans une phase d'information, mais on est rentré dans la phase de répression. Combien de fois ne voyons-nous pas sur même ces réseaux sociaux ou bien même dans les journaux que le procureur de la République a interpellé certaines personnes grâce à la police scientifique, soit des brouteurs, soit des personnes qui tiennent des discours haineux. Donc, il y a une répression qui fait son petit bonhomme de chemin, mais qui existe. Docteur Yuan, la répression, vous pensez qu'on va dans le bon sens? On parle d'impunité? Avant de parler de répression, je pense qu'il faut plutôt continuer à sensibiliser. Parce que déjà, il y a une difficulté concernant la notion même de discours de haine. Et tout à l'heure, Michaud le disait, ce qui peut paraître comme un propos haineux pour X, peut ne pas l'être pour Y. La preuve, c'est que même le système des Nations Unies, aucun des pays, en tout cas, ne s'accorde réellement sur la définition même des discours haineux. Dans ce sens que cela dépend de la culture, cela dépend de la religion, des croyances. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte et qui ne permettent pas d'avoir un consensus sur la notion même de discours haineux. Vous êtes en train de parler de la notion, ce qui est juridique. Tout de même, la haine, la définition est connue. Non. Quand on fait mal, c'est connu. Non, justement, ce qui peut paraître mal pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Je voulais donner un exemple d'une forme de discours de haine entre griffes à la sauce ivoirienne, qui est le malparlage aujourd'hui, qui est très répandu sur les réseaux sociaux. Mais à la base, c'est un fait de sociolinguistique qui n'a pas une essence de haine. C'est beaucoup plus de l'humour, de la dérision qui peut-être peut se transformer en haine. Donc à la base, quand il y a ces propos baptisés ou bien appelés malparlage sur les réseaux sociaux, à l'origine c'est pour rire, à l'origine c'est pour se moquer. Et donc, mais ça peut être pris considéré comme un discours de haine. Vous voyez bien que vous l'avez identifié, vous lui avez même donné un nom, vous l'avez baptisé. Et le malparlage, c'est connu, ce n'est pas la haine. La haine, c'est la haine. Et quand des personnes appellent à tuer, on l'a vu pendant la présidentielle, de part et d'autre, il y avait des appels au meurtre, très clairement. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une autre forme de violence verbale. Mais comme je le disais tantôt, il ne faut pas aller tout de suite à la répression. Il faut continuer à sensibiliser les utilisateurs des réseaux sociaux parce que, justement, il y a beaucoup d'ignorance. L'ignorance liée au fait que la plupart des utilisateurs pensent qu'ils ne sont pas traçables, ils ne sont pas identifiables. Ignorance aussi dans le sens que la plupart ne savent même pas qu'il existe des tests. Tout un arsenal juridique, comme le disait tout à l'heure
mettre ça, ils ne savent pas. Donc, il faut continuer à sensibiliser. Même les pays développés continuent de sensibiliser, qui ont une avance en termes de technologie par rapport à nous, en Côte d'Ivoire, continuent de sensibiliser. C'est vrai, on peut de temps en temps montrer le bon exemple en sanctionnant, mais la forme reste où alors il faut privilégier, de mon point de vue, la sensibilisation pour continuer dans ce sens-là. Sinon... D'accord. Il y a une chose. Oui, ce que je veux dire est tout simple. On ne doit pas se focaliser sur la répression. Comme je disais, et tout le monde l'a dit, il y a une nouvelle manière de voir les choses, il y a une nouvelle manière de comprendre les choses. Quand on parle de discours de haine, lorsqu'un jeune il fait une vidéo et qu'il appelle à la violence, pour lui, ce que les gens ne comprennent pas, pour lui, il s'exprime. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de dire va pousser quelqu'un à aller faire quelque chose. Pour lui, il le dit. Pour lui, il s'exprime. Pour lui, il a écrit sur sa page. Dans quel but? Dans le but, on va dire, de s'exprimer. Comme il le fait à la maison, il le dit à ses amis, il le dit à ses frères qu'il n'est pas content. Comme le psychologue. Il le sait très bien, il sait à quoi ça va conduire plus tard. Non, il ne sait pas. Il parle, comme il le disait, il parle aux gens de son réseau. Il n'est pas en train de parler à tout le pays. Il n'est pas en train de parler à tout le monde. Il se dit que c'est les gens de son réseau qui entendent. C'est là qu'on doit sensibiliser. On doit en fait lui expliquer que en fait, lorsque tu écris quelque chose sur Internet, tu ne parles pas aux gens de ton réseau. On doit pouvoir lui dire ce qui s'est passé dans tel village, c'est à cause de ce que telle personne a dit. Ça, il ne le sait pas. Il ne sait pas que c'est son comportement, c'est sa parole, c'est son partage qui a provoqué telle ou telle chose. Lui, il s'est exprimé sur sa page. Il a dit ce qu'il pensait. Et quand on lui dit ce n'est pas bien, il dit mais je pense. Donc on ne peut pas m'empêcher de penser, on ne peut pas m'empêcher de dire ce que je pense. Donc ce qu'il faut faire, il faut sensibiliser, il faut lui expliquer que ce qu'il dit a des répercussions. Il ne peut pas penser qu'à 18 ans, à 25 ans, ce qu'il dit est que 2 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes suivent des gens qui sont à l'université vont agir de telle ou telle manière. Et tout à l'heure, on parlait de manipulation. Oui. Avant, quand on parlait de cybercriminalité, on se focalisait sur le piratage informatique, piratage de comptes, etc. Mais on a oublié qu'aujourd'hui, quand on est dans des périodes d'élections, etc., il y a des faux comptes qui sont créés. Moi, je suis, par exemple, dans la sécurité informatique. On travaille aussi avec ceux qui font du piratage informatique. Et quand vous rencontrez des gens, j'ai déjà rencontré des gens, par exemple, qui ont des milliers de comptes, de faux comptes. Et il y a aujourd'hui des outils qui permettent de contrôler ces comptes. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je ne suis pas content d'une telle présence dans mon village. J'utilise 1000 comptes sur Internet pour dire qu'il y a tel problème dans mon village. Il y a une attaque ou il y a ceci. Ce que je ne sais pas, c'est que là, je suis en train maintenant de donner... Parce que quand 1000 personnes disent la même chose, c'est répété, on va dire 100 000 fois, il y aura forcément un mouvement. Mais il y a des jeunes, comme je dis, qui jouent avec cela et il y a des gens derrière qui manipulent. Et tout cela, c'est créé par le fait, comme on le disait, de l'anonymat. Je me dis, on ne sait pas qui je suis. Je me dis, on ne sait pas que c'est moi qui suis derrière ce faux compte. Je me dis, la police ou quoi ne peut pas me tracer. Etc. Mais la théorie de la manipulation, moi, je ne l'ai pas encore acceptée parce que les personnes que je vois jusqu'à présent qui ont des discours malveillants, ce sont des personnes qui semblent très convaincues de ce qu'elles font, pas des personnes manipulées. Oui, vous voyez ces personnes. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le discours de ces personnes seules qui emmènent de la violence. Il y a des personnes, quand on est sur Internet, il y a des personnes qui relaient. Il y a des personnes qui partagent. Si c'est la seule personne qui parle, elle ne peut pas avoir 10 000 vues. Elle ne peut pas avoir 100 000 vues. C'est parce qu'il y a des personnes qui relaient. Il y a des personnes qui partagent, qui ne savent pas que ce qu'ils sont en train d'écouter ou ce que cette personne est en train de dire va entraîner telle ou telle chose qui peut même toucher leur famille, qui peut les toucher personnellement. Ils ne le savent pas. Et si on reste sur le fait on doit sanctionner, on doit mettre des gens en prison,
on risque de mettre tout le monde en prison parce que tout le monde a Internet. Souvent, tout le monde partage une information en se disant que c'est une information vraie. Donc, tout le monde risque de partir en prison ou tout le monde risque de se dire, bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas important, etc. Et ça crée plus de problèmes que de solutions. Il faut plutôt sensibiliser. Moi, je ne suis pas d'accord avec... Oui, justement, tout à l'heure, vous allez vous exprimer là-dessus. Professeur, moi, je vois des personnes convaincues, pas des personnes manipulées. Oui, convaincus... De ce qu'elles disent, de ce qu'elles défendent, de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles ressentent. Elles sont convaincues parce qu'elles pensent que la réaction qu'elles adoptent est normale par rapport à ce qu'elles vivent dans la société. Et croyez-moi, quand je me sens martyrisé, par exemple, et que je décide de répondre par rapport, de répondre à ce que je vis, qu'est-ce que je fais? Je poste une information. Quand vous, M. Fofana, si on est amis, l'information que j'ai postée, vous n'allez même pas chercher à vérifier. Le lien qui nous lie est suffisant pour que vous pensiez que c'est vrai, ce que j'ai dit. Et vous aussi, vous allez partager. Ceux qui vont voir et qui sont amis à vous vont partager. Et finalement, l'information est amplifiée par des individus responsables, mais qui vivent les mêmes problèmes et qui continuent de diffuser l'information à ceux qui ont des problèmes similaires à eux. Et c'est ce qui fait que finalement, dans les réseaux sociaux, les informations fausses, mais qui ont un lien avec, entre amis... Et qui deviennent vraies dans le réseau. Et qui ne font que vraies dans le réseau, diffusent à grande échelle. Et finalement, si on veut blâmer, on va les blâmer parce que ce n'est pas évident qu'ils arrêtent tant qu'ils se sentent martyrisés. Et ils vont continuer. Et ils vont continuer. Non, moi je pense que c'est pas... D'accord, oui, merci ça. Je ne suis pas... Aujourd'hui, les lois sur la cybercriminalité, les lois qui encadrent les réseaux sociaux datent de 2013. Je pense qu'aujourd'hui, on a passé la phase de sensibilisation. Quelqu'un qui tient un discours de haine, quelqu'un qui tient un discours de violence, on ne va pas essayer de lui dire, bon, écoutez, ce que tu dis n'est pas bon, Non, on doit passer maintenant, je pense, à la phase de répression. Et cette phase est beaucoup plus... c'est un signal fort qu'on envoie également à ceux qui utilisent Internet, à ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Quand ils ont toujours le sentiment d'impunité, toujours le sentiment qu'on est dans une phase de sensibilisation, mais ils se permettent ce qu'ils veulent. Le discours de haine, discours de violence, on n'a pas besoin d'être manipulé. On n'a pas besoin d'être manipulé. Il y en a qui le sont, mais c'est une minorité. Mais ceux qui tiennent ces discours de haine et de violence, je pense que c'est parce qu'ils se disent qu'il y a un sentiment d'impunité qu'ils peuvent se permettre ces choses. Donc, pour moi, je pense qu'on a dépassé la phase de sensibilisation. Je ne dis pas qu'on ne doit plus la faire. On peut toujours faire de la sensibilisation, mais on ne va pas perdurer dans la sensibilisation. Il faut passer à une phase de répression, excusez-moi, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé la police scientifique, parce qu'on a vu que les réseaux sociaux, Internet étaient démultipliés, l'utilisation était démultipliée, les utilisateurs étaient démultipliés, et les infractions se commettaient régulièrement. Donc il a fallu créer une unité technique scientifique qui permette de localiser les émetteurs des fausses informations, informations haineuses, et les traduire devant les juridictions. Et aujourd'hui, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, régulièrement, nous voyons les posts de la police scientifique disant qu'on a interpellé tel individu qui a peut-être utilisé les éléments d'identification de son ancienne copine, une photo d'elle nue, qu'il met à disposition de tout le monde. Donc je pense que si on reste encore dans la phase de sensibilisation, dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous serez dans votre lit où vous rêvez le matin, il y a une photo de vous. Ah, mais ce monsieur-là, excusez-moi l'expression, c'est un con. Hier soir, il a fait ci, hier soir, il a fait ça. Non, je pense qu'il faut passer à la phase de sensibilisation, à la phase de répression, qui est, je pense, beaucoup plus parlante pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Docteur Ayou. Oui, je pense qu'il faut faire la part des choses entre
discours de haine et puis les actes de banditisme, si je puis m'exprimer ainsi. Quand Maître parlait tout à l'heure, il a parlé de personnes qui commettent des actes répréhensibles. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas parler de sensibilisation. Mais quand nous, on insiste sur la sensibilisation, c'est beaucoup plus le comportement verbal ou paraverbal des utilisateurs des réseaux sociaux. Non pas seulement non pas les actes délictueux ou bien ce qui pourrait s'apparenter à des délits ou à des crimes carrément. Lorsqu'on est dans un crime, un meurtre, en ce moment-là, il n'y a pas de sensibilisation, il faut appliquer la loi. Et ces lois-là existaient bien avant les lois qui répriment, qui condamnent le vol, l'arnaque et tout ça, existaient bien avant les réseaux sociaux. Mais ce qui est peut-être nouveau et qui a suscité un nouvel arsenal juridique depuis 2013, donc ça fait juste 7 ans, ce sont les propos haineux, ce sont les comportements, comme je le disais, verbaux et paraverbaux des utilisateurs des réseaux sociaux qui vont souvent un peu dans l'excès, qui font dans l'excès. Donc la sensibilisation, de mon point de vue, doit continuer. 7 ans, c'est peu, doit continuer. Pour ce qui concerne, je précise, les discours de haine ou apparentés à de la haine. Parce qu'encore qu'il faut pouvoir les définir, les cerner. Mais docteur Yuan, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas suffisamment en colère avec ceux qui ont des attitudes malveillantes pour continuer à sensibiliser tout le temps. Non, mais tout est une question de psychologie. Le psychologue est là, il fait... Oui, mais c'est dit clairement, on ne passera pas tout le temps à sensibiliser des gens qui font autant de mal. Pourquoi est-ce que d'ailleurs des utilisateurs s'intéressent beaucoup plus aux informations malveillantes que ce qui est positif ? C'est peut-être lié à, on va dire, au désamour qu'une partie du public a avec, ou bien connaît avec les médias traditionnels. Ouais. Hein, les médias traditionnels n'ont pas répondu ou ne répondent pas aux attentes d'une partie du public, de leur public. Et donc, il y a ce vide qui est créé et les internautes se permettent de produire du contenu ou de falsifier du contenu pour combler un vide. Donc, je pense que ça peut être lié à cet aspect-là, au désamour entre... Vous n'êtes pas trop sûr? Non, vous dites que ça peut être... Ça peut être, et puis ça peut être aussi d'autres raisons. Oui, parce que les médias traditionnels ont leur cahier des charges. Vous constatez bien que ce n'est pas sur les médias traditionnels qu'on injurie, par exemple. Non, mais bon, les médias traditionnels aussi servent souvent de canaux à des politiques, à des personnalités qui les utilisent pour invectiver, pour proférer des propos de haine. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut continuer, j'insiste là-dessus, il faut continuer la sensibilisation. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, mais il faut d'abord comprendre l'aspect psychologique, cerner ce qui peut amener les utilisateurs des réseaux sociaux à avoir de tels agissements, à avoir de tels comportements, et puis essayer d'y apporter une réponse adéquate. La réponse adéquate n'est pas forcément la sanction. Mais je pense que si vous étiez magistrat, vous allez accorder de larges circonstances atténuantes à ceux qui profanent des discours de haine. Parce que quand on dit haine, c'est la propension à haïr, pousser quelqu'un à haïr. Ça, il n'y a pas de définition, je ne sais pas moi, policée. Je vais vous donner un exemple d'actualité. Hier, c'était le lundi 14 décembre 2020, cérémonie d'investiture du président de la République, discours du président du Conseil constitutionnel. Un morceau de phrase du président Kone Mamadou a fait et continue de faire beaucoup de bruit jusqu'à aujourd'hui. Oui. D'un côté, il est perçu comme un discours de haine ou un propos injurieux ou méprisant pour une catégorie d'Ivoiriens. Beaucoup se sont offusqués, continuent de s'offusquer, mais pour d'autres, c'est tout à fait normal qu'il ait eu
ce type d'attitude et ce type de propos. Donc, vous voyez que là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Là, on est dans une question, on est vraiment à la limite. Mais quelqu'un qui incite, haïssez les baoulés, quelle justification vous pouvez lui trouver? Dire que non, on peut essayer de le comprendre, non. Le discours de haine est un discours de haine. L'injure a une définition. L'injure est une injure. Comment est-ce que vous définissez donc les propos du président du Conseil constitutionnel hier qui a dit que des Ivoiriens se sont permis d'interpréter la Constitution alors qu'ils n'ont pour seul diplôme que leur extrait de naissance? Vous estimez que c'est un discours de haine ou c'est pas un discours de haine? Non, pour moi, ce n'est pas un discours de haine. Ce n'est pas un discours de haine. D'un point de vue linguistique, c'est un discours qui peut s'apparenter à de la haine. Qui peut s'apparenter à de la haine. Imaginez aujourd'hui, ces propos-là sont jugés par les juridictions. Ces juridictions ont une définition de la haine. Si on estime que ça ne rentre pas dans le cadre d'un discours qui a tendance, pousse à haïr son prochain, ça ne peut pas faire l'objet de répression. Alors très bien, c'est sûr que vous ne vous entendrez pas sur la définition, et c'est justement ce qui pose problème très souvent, les interprétations de part et d'autre. Mais tout compte fait, quand on fait mal, on fait mal. Et moi, c'est ce que je continue de dire, et je ne suis pas d'accord avec ceux qui, c'est juste mon avis, et ceux qui pensent qu'il faut continuer à sensibiliser. À partir d'un moment, il faut appliquer les textes qui existent. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, pour ça, et puis ensuite, il reviendra. Oui. Je voulais dire... Une société ne peut pas vivre sans sanction. À un moment donné, il va falloir qu'on passe au champ des sanctions. Mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les discours ou bien les faits qu'on découvre sur les réseaux sociaux, j'allais dire, varient de nature avec le temps. Or, la loi, l'institution judiciaire ne peut pas prendre son temps pour définir des sanctions au fur et à mesure que de nouveaux comportements apparaissent. C'est pourquoi eux, ils pensent qu'il faut laisser un temps, peut-être à la juridiction de bien observer pour bien cadrer les sanctions qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui tient un discours de haine, même s'il dit que les lois sont toutes déjà livrées, on lui donne combien d'années de prison? Par rapport à quelqu'un, par exemple, lui, il a tenu un discours de haine par rapport à quelqu'un qui a utilisé son discours de haine pour tuer. On fait quoi? Qui est plus en infraction que qui? C'est tout ce arsenal-là. Moi, je pense qu'avant d'arriver à la sanction, il faut même interpeller nos différents dirigeants qui ont à charge l'éducation de tous ces jeunes-là qui sont dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se cacher la face. Chaque parti politique a un groupe de jeunes tapis dans les réseaux sociaux. Oui, là, vous parlez de la manipulation dont vous avez parlé. Oui, c'est sûr, s'il y a des personnes manipulées, il y en a aussi qui ne sont pas du tout manipulées. Oui, bien sûr. Ce que je veux ajouter, pourquoi il faut la sensibilisation, c'est parce que sur Internet, la répression ne fait pas peur. Et ça, c'est un autre problème. C'est que souvent, on oublie que sur Internet, la répression ne fait pas peur. On condamne des gens, on arrête des gens pour violence, pour discours haineux, mais vous voyez que ça ne cesse pas. Vous voyez que ça ne s'arrête pas. Vous voyez que des gens continuent. Parce que, comme il était en train de dire tout à l'heure, les gens ne comprennent pas que ce qu'ils font est réellement mauvais. Des gens se disent, par exemple, que c'est eux uniquement, on les arrête parce qu'ils sont d'un bord. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont dit, qu'ils aient été d'un bord ou d'un autre bord, c'était mauvais. Donc, il faut prendre, comme on le dit, le temps de leur expliquer. Vous savez, comme j'étais en train de dire, sur Internet, ça ne fait pas peur. Lorsqu'on dit on a arrêté quelqu'un, on se dit automatiquement c'est parce qu'il ne s'est pas caché, c'est parce qu'il a montré son visage, c'est parce qu'il n'a pas caché tel ou tel élément. Donc moi qui le fais, maintenant je vais me cacher. Il y a des outils pour se cacher. Il y a des éléments, il y a des gens qui peuvent faire des choses, il y a des gens qui diffusent beaucoup de fausses nouvelles sur Internet, mais on ne connaît pas leur visage. Donc ces personnes vont continuer. Et les autres, les prochains, ne vont plus utiliser leur visage. Ils vont maintenant
utiliser soit des faux comptes, ils ne vont plus se présenter et la chose va continuer. Vous savez, le procureur a fait une fois quelque chose d'extraordinaire. Il a réuni les responsables des groupes Facebook. Ce n'était pas pour leur dire « vous allez être sanctionnés ». C'était pour leur dire « voici ce qui peut se passer lorsque des gens utilisent votre groupe Facebook pour publier de fausses nouvelles ou pour publier des discours de haine. » Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous allez dans un groupe Facebook pour publier des discours de haine ou quoi que ce soit, les responsables de ce groupe suppriment. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que ça peut créer, parce qu'ils ont été sensibilisés. S'ils les avaient convoqués pour leur dire « vous serez condamnés », ok, ils allaient fermer leur groupe, créer de nouveaux groupes et ils allaient continuer. Mais quand ils ont compris ce que ça crée, ils ont commencé à faire en sorte que ceux qui venaient, donc ceux qui publient aujourd'hui ce genre de choses, ils le font sur leur page. Ils sont seuls responsables. Ils ne le font plus dans les groupes. Donc c'est pourquoi la sensibilisation est importante. Il faut démontrer aux gens que ce qu'ils font a un impact. Très bien, sensibiliser et sanctionner à la fois, peut-être que les deux iront ensemble. Facebook, Twitter, WhatsApp et autres sont-ils dangereux pour les utilisateurs? On peut dire oui, mais il faut nuancer la réponse, parce qu'on le sait, c'est assez compliqué déjà pour les plus jeunes, mais les adultes aussi. Nos reporters ont promené leurs caméras à travers la ville. Vous entendrez ce que certaines personnes pensent tout de suite. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent vraiment, disons, un véritable danger pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui s'adonnent vraiment à beaucoup de choses qui nuisent un peu la société. Surtout, je vais dans le volet du broutage. Ils prennent des gens, ils arnaquent leurs prochains sans toutefois oublier qu'ils sont en train de faire du mal aux autres. Je dirais même aux parents de ne pas permettre aux enfants d'avoir des téléphones portables, iPhone. Il va sur les réseaux sociaux, il ne va pas pour son éducation. Il va parce que son ami lui a dit hier que j'ai vu telle chose qui s'est passée sur les réseaux. Il va pour ça. Il faut vraiment que les parents essaient de voir à ce niveau-là. C'est déjà de sensibiliser les adolescents en leur disant comme ça que lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, de faire très attention à tout ce qui s'y fait. Déjà, il y a la qualité de l'information diffusée et puis il y a aussi la véracité de l'information. Au niveau de l'éducation, il faut dire que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on trouve toutes sortes de choses. Il y a des photos, franchement, qui n'édifient personne. Il y a aussi certaines choses qui n'édifient pas. Donc, quand on va sur les réseaux sociaux, il faut d'abord sélectionner ces pages, sélectionner ce qu'on veut visionner. Ça peut être peut-être une fausse information où on accuse quelqu'un. Alors moi je dis que ce genre de choses peut porter préjudice à celui-là même qui a déjà posté l'information, mais à ceux-là qui l'ont accompagné dans son action. Je ne vois pas l'intérêt de donner un iPhone, par exemple, X à un enfant de 11 ans ou 12 ans, parce que là tout est carrément en anglais. C'est vrai qu'on doit sensibiliser les parents à enseigner les enfants, à leur donner une bonne éducation, mais avec les téléphones iPhone, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors le téléphone même en soi n'apporte rien à son éducation. Ce n'est pas mauvais d'avoir un téléphone pour être joignable, mais on peut faire la chose, on peut donner un autre téléphone au lieu de forcément donner un iPhone. Au XXIe siècle, nous sommes à l'ère de la technologie. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que la jeunesse est beaucoup influencée par les réseaux sociaux, puisque cela crée assez de distractions, surtout au niveau scolaire. Vous verrez qu'aujourd'hui, plusieurs élèves sont véritablement surpris en classe en train de naviguer sur les réseaux comme WhatsApp, Facebook, au lieu d'étudier. Un parent doit à la fois incarner la douceur et l'autorité. C'est vrai qu'un enfant doit être chéri, mais offrir un iPhone à un enfant, franchement, c'est exagéré. Ces parents, en offrant ce genre de téléphone à leurs enfants, les décident plutôt à l'amusement. Vous vous plaindrez qu'aujourd'hui, que ces derniers s'adonnent aux réseaux sociaux, à la pornographie même. Ils devaient plutôt offrir des livres aux enfants plutôt que de leur donner des téléphones. Vous verrez même que dans des devoirs aujourd'hui, certains élèves osent même abréger leur rédaction. Franchement, je trouve que ces parents sont négligents. Il y a le non-respect des mœurs aujourd'hui. Les enfants sont un peu désorientés.
On n'écrit plus comme par le passé. On ne fait plus assez de recherches dans les documents. En enseignant, on dit aux enfants de prendre ce qui est utile sur les réseaux sociaux, de ce qui va dans le sens de leur éducation, de la réussite, etc. etc. Je déconseille aux enfants de s'aventurer inutilement dans les réseaux sociaux. Le smartphone est très important aujourd'hui dans le milieu éducatif. On nous conseille à l'école chacun d'avoir des smartphones ou des portables tablettes ou encore des ordinateurs. Parce que les cours se font aujourd'hui en ligne. Ça, ce sont les côtés positifs de ces portables-là, de ces Android-là. Mais les parents, pour qu'un parent puisse donner ce portable à un enfant de 16 ans, moi je ne crois pas que c'est une bonne chose. Je dirais que les dangers liés aux réseaux sociaux sont multiples. Parce qu'on le voit tous, certains s'adonnent à des pratiques malsaines sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous sommes là-dessus pour échanger avec nos amis. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse de ça un site pour inciter la jeunesse à la révolte. Bon, de nos jours, les petites filles de 16 ans, elles ont tous des smartphones. Mais je dirais que ce n'est pas normal. Du moment même que tu vois un smartphone dans la main de ton enfant, ça doit t'interpeller. Parce qu'aujourd'hui, les enfants payent les passes de 200 pour aller regarder de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons tous l'éducation des enfants dans la rue. C'est désagréable. Voilà, donc nous allons continuer avec cette deuxième partie. Professeur, beaucoup a été dit, hein, mais comment vérifier aujourd'hui les faits? Parce que tout le monde parle de fake news. Qu'est-ce qu'on traque exactement? C'est la réalité? Ce sont les sources qu'on traque? C'est le contenu ou bien ce sont les diffuseurs? Dans les réseaux sociaux, comme je l'ai dit au départ, on dit bien réseaux sociaux. Quand un individu va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la nature de l'information qu'il cherche. Tant que c'est dans la même page, il va voir combien de fois l'information a été diffusée, combien de fois l'information a été partagée entre amis. Donc, la véracité des faits importe peu. C'est le nombre de fois l'information a été partagée par ses amis qui l'intéressent. Non, vous n'irez pas jusqu'à dire qu'on cherche des fake news, de fausses informations. Oui, la véracité de l'information, ça compte. C'est lui-même qui poste. Il sait que c'est une fake news. J'ai cru comprendre tout à l'heure, lorsque vous avez fait ce clin d'œil aux médias traditionnels, vous étiez en train de dire que c'est parce que certaines choses n'étaient pas qu'on allait chercher ailleurs. Mais ce n'est pas de fausses informations qu'on va chercher. Si, mais je sais que je dis, tant qu'on est on est sur la même page, entre amis, a priori, ce n'est pas la bonne information qu'on va chercher. C'est le nombre de fois l'information a été partagée par ses amis. C'est pas là. Et quand on voit qu'une information qui a été largement diffusée, elle commence à devenir vraie dans le réseau. Et c'est après, lorsque on vérifie les informations sur d'autres canaux, sur d'autres plateaux, qu'on se rend compte qu'on a été induit en erreur par ses amis. C'est ça le danger des réseaux sociaux. D'accord. Maître Sarr? Oui, pour le juriste, il va se demander qu'est-ce qu'une fausse nouvelle. La fausse nouvelle, c'est une information qui est diffusée, qui est soit fausse, soit dénaturée, soit tronquée. L'objectif, c'est peut-être de tromper la population, tromper des amis, ou tromper son auditoire. Peut-être avec, en filigrane, obtenir beaucoup de likes. Mais pour nous, les juristes, dès que ces éléments-là sont réunis, on passe encore on passe à la répression. Et l'élément déterminant, souvent, ceux qui diffusent les fausses nouvelles le font délibérément, tout en sachant que les informations sont fausses. On a tiré, je ne sais pas moi, dans une mosquée, il y a 15 morts. Alors qu'en fait, il n'y a jamais eu de tir, il n'y a jamais eu d'incident dans une mosquée, dans telle localité. Donc, délibérément, ils diffusent ces informations. Donc, le procureur de la République recherche la mauvaise foi. Quand vous diffusez une information qui est totalement inexacte, vous le faites délibérément et à la sanction qui arrive, la répression. Docteur Yuan.
Je pense qu'il y a deux aspects dans les fake news. Le premier aspect, cette prolifération montre bien que le métier de l'information, je dis bien le métier de l'information, donc le journalisme est un métier. Et donc tout le monde ne peut pas s'improviser journaliste, tout le monde ne peut pas prétendre produire du contenu d'actualité et le mettre à la disposition donc, du public. Donc il y a une méconnaissance des pratiques journalistiques du grand public qui fait aujourd'hui que tout le monde peut s'improviser ou veut s'improviser journaliste. Donc c'est un métier à règles, c'est un métier complexe, c'est un métier qui a ses normes et donc on ne peut pas le pratiquer à l'aveugle comme certains internautes essaient de le faire. Le deuxième aspect que je veux évoquer, c'est que les fake news, les fausses nouvelles, c'est une âme psychologique, une âme de guerre. J'ai lu tout récemment un ouvrage très intéressant écrit par un colonel suisse, de l'armée suisse, un gendarme, Jacques Baud, qui a écrit 30 ans de guerre menée par les Occidentaux à travers les fake news, donc des infox. Dans ce livre, dans cet ouvrage qu'il a publié cette année, il explique clairement comment les pays occidentaux, en prenant des exemples très récents que nous connaissons, l'Iran, le Venezuela, la Syrie, la Libye, comment les pays occidentaux, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ont utilisé les fausses nouvelles pour mener des guerres. Donc ce n'est pas seulement à l'échelle des internautes, à l'échelle du citoyen lambda, mais à une autre échelle, les fausses nouvelles sont utilisées par des puissances, par des politiques, par la diplomatie, pour contraindre des États à obéir donc à leurs ordres. Donc c'est une arme psychologique qui est utilisée donc par les Occidentaux, par les puissances en fait. Donc c'est pas seulement, il ne faut pas voir l'aspect du grand public qui produit de fausses nouvelles, mais c'est beaucoup plus haut. Docteur Yuan, je voudrais quand même reformuler ma question. Pour une information qui est incriminée, qu'est-ce qui est visé? C'est l'information elle-même, la source, ou c'est le journaliste ou la personne qui donne l'information? Non, c'est la source en fait. C'est la source tant que... La source c'est qui? La source c'est l'origine, c'est celui qui est l'émetteur, c'est celui qui produit l'information. Donc je pense que c'est la source qui est incriminée ici. C'est pas l'information elle-même. L'information n'est rien sans celui ou celle qui la diffuse. Donc c'est la source qui est incriminée. Ça, c'est sans équivoque. Oui, allez-y. Je pense que cette partie du débat est liée à la première partie. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu tout le monde s'improvise journaliste. Ce qui se passe au niveau de l'Internet, c'est que celui qui diffuse ou qui partage une fausse information n'a jamais dit qu'il est journaliste. Il n'est pas journaliste. C'est ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a dit. De la même manière qu'il pouvait dire cela à son voisin, qu'il pouvait dire cela à son ami, qu'il a dit sur sa page. Quand il le dit sur sa page, il ne s'est jamais dit que tout le pays allait partager, allait écrire. C'est là qu'on arrive au même point de sensibilisation. Tant qu'il ne comprend pas ce que ça peut entraîner, il continuera de le faire. J'ai entendu quelque chose, je le dis à mes amis, j'écris sur ma page. Souvent même, il écrit sur sa page en posant la question. Parce qu'il ne sait pas, il veut aussi vérifier. Il se dit, si des gens commentent et disent que ce n'est pas vrai, il va supprimer. Mais souvent, ça fait déjà beaucoup de dégâts. Maintenant, il y a ceux qui sont, comme je dis, à l'origine. Il y a ceux qui manipulent. Il y a ceux qui sont réellement criminels, on va le dire. Il y a ceux qui fabriquent de fausses nouvelles. Maintenant, par rapport à ces personnes, il faut comprendre quelque chose. Tout à l'heure, on se dit, on essaie de comparer avec les journaux, tout ça. Aujourd'hui, pour nous qui sommes sur Internet, on se dit la vraie vie, ce n'est pas dehors, malheureusement. La vraie vie, c'est sur Internet. La vraie vie, c'est sur Internet. Et comme la vraie vie est sur Internet, les journalistes qui ont donc la bonne information, qui maîtrisent les choses, doivent être sur Internet. L'État... s'impose à tout le monde, c'est ça? Voilà, doit être sur Internet. Tout le monde doit être sur Internet. Internet, c'est la rapidité.
Lorsque quelqu'un diffuse une fausse information, il faut corriger l'information. Il faut que le média traditionnel soit sur Internet et dise ce n'est pas vrai. Je crois que, par exemple, RTI.info le fait très bien. Lorsqu'il y a une fausse information, automatiquement, ils le disent sur leur page, cette information n'est pas vraie. Oui, on le fait très bien d'ailleurs. Oui, très bien même. Oui, très bien. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas une affaire d'aller arrêter des gens. Non. Il faut avoir les moyens, il faut être sur Internet, il faut être à l'origine. Lorsque quelqu'un diffuse une fausse information, il faut avoir des moyens de faire de la veille pour savoir automatiquement qu'il y a une mauvaise information qui a été véhiculée. Il faut comparer cette information. Il faut que les journalistes fassent leur travail et diffusent la bonne information. Et finalement, la bonne information va prendre le dessus sur la mauvaise information. Parce qu'il faut savoir aussi que les gens croient aujourd'hui beaucoup plus ce qui se dit sur Internet que ce qui se dit, on va dire, dans la vie réelle. Donc, au lieu de leur dire ce n'est pas vrai, il faut aller là-bas, leur donner de l'information. Lorsqu'on dit il y a tel problème dans tel lieu, avant même qu'on laisse des jeunes dire qu'il y a eu ce problème, il faut rapidement donner la bonne information. Si on est formé, nos journalistes et autres sont formés de cette manière, s'ils donnent l'information avant les autres, s'ils ont les moyens, s'ils utilisent les outils pour démontrer que telle vidéo ou tel élément n'est pas vrai, c'est fini. Les gens vont commencer à refaire confiance aux médias traditionnels, au gouvernement et autres. Mais tant qu'on se taira et qu'on se dira seulement allons arrêter ceux qui ont diffusé une fausse information, souvent même lorsqu'on arrête ceux qui ont diffusé la fausse information, on se dit, les gens se disent, mais c'est même parce que c'est vrai, on veut les faire taire, c'est pourquoi on les arrête. Donc on fait mal. Internet, ce n'est pas une affaire de répression. C'est une affaire de sensibilisation et de démonstration. C'est tout. Très bien. Vous qui êtes expert en sécurité informatique, aujourd'hui, lorsque vous traquez, imaginez si vous étiez la police, lorsque vous traquez des informations, des fake news, c'est quoi vous poursuivez? Aujourd'hui, il y a tellement, on va dire, il y a tellement de moyens de démontrer qu'une image, en fait, est fausse. En réalité, lorsqu'on parle de fake news, on peut parler d'un texte ou on peut parler d'une image ou d'une vidéo qu'elle soit détournée de son contexte ou bien qui est interprétée d'une manière différente. Il y a aussi des gens qui font carrément des montages. Aujourd'hui, tout le monde, on va dire tous les GAFA, tous les leaders luttent contre les fake news. Donc, ce qui se passe, si vous utilisez par exemple un navigateur aussi simple que Google Chrome, pour ceux qui l'utilisent, il suffit quand vous avez une vidéo, ou plutôt, il suffit quand vous avez une image, de faire juste un clic droit sur l'image et vous allez faire vérifier la source. Et automatiquement, l'image sera vérifiée dans différents moteurs de recherche et votre navigateur même va vous dire cette vidéo a été prise dans tel endroit. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être professionnel pour prouver qu'une image, qu'une vidéo est fausse. Il y a des moteurs de recherche spécialisés comme Yandex qui sont aujourd'hui des moteurs de recherche qui permettent de retrouver, qui permettent de découper souvent même des vidéos, des images pour retrouver le faux. Mais là encore, comment l'utilisateur sait? Il faut sensibiliser. Et là, c'est vraiment l'aspect technique que vous avez évoqué. On aborde très rapidement le troisième et dernier point, parce qu'il est déjà presque l'heure. Professeur, d'où peut venir aujourd'hui le salut pour assainir les réseaux sociaux? Est-ce possible? Est-ce une illusion? Non, ce n'est pas une illusion, parce que c'est un fait des hommes, et il faut agir sur les hommes pour que ce que nous vivons ne soit plus tellement amplifié. Alors, M. Ncho a commencé à indiquer quelques éléments. Aujourd'hui, il faut que les organes de communication traditionnels investissent les différents réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, je vous le dis, c'est un moyen d'épanouissement, hein, c'est un moyen de développement. Il y a même des tuteurs, on a des formations. Moi, il y a des aspects du clavier que j'ai appris à partir des réseaux sociaux. On donne des informations. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que, comme eux, ils n'ont pas de correspondants, ce n'est pas des journalistes classiques ou bien des organes classiques. De tous les réseaux que vous avez cités, il n'y a pas un organe de presse, un organe de communication qui a des correspondants. Voilà une plateforme où tout le monde est correspondant. Dès qu'il y a une information qui est diffuse,
c'est comme si c'est correspondant de la plateforme. Donc, vous qui avez le métier pour aller collecter les bonnes informations, il faut qu'en temps réel, lorsqu'il y a une information, en temps réel, vous la diffusez. Parce que le comportement d'un homme est grandement influencé par ses perceptions, par ce qu'il observe et par ses perceptions. Si vous laissez trop de temps avant de venir dire que l'information est fausse, toute la journée, il s'est déjà fait une idée. Imaginons qu'on dise qu'il y a eu tel nombre de morts dans telle ville. Et puis, on découvre si tous les réseaux sociaux disent la même chose. Et vous, à 20h, vous venez dire non, l'information n'est pas fausse. Non, les gens, ils ont déjà fixé, ils ont déjà recadré leurs informations, ils sont déjà sur leur position que c'est vrai. Quand vous venez dire que ce n'est pas vrai, ils disent non, mais attends, si ils sont manipulés, c'est pourquoi ils ne donnent pas la bonne information. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faut aider la société en choisissant l'angle de la proactivité. Dès qu'il y a un fait, il faut que vos correspondants soient un peu partout. Dès qu'il y a un fait, il faut que les faits soient diffusés sur la télévision nationale que nous avons. De telle sorte que quand les réseaux sociaux sont en train de dire toutes les informations, on sait que la référence, c'est la RTI. Vous voyez, les faits qui se sont produits dernièrement, j'ai un collègue qui m'a dit, mais attends, si tu veux avoir la bonne information, il faut aller sur tel journal. Je ne sais pas dire le nom de la chaîne. Ouais, sur tel journal. Il dit, mais attends, la RTI nous n'a rien dit. Il dit, mais qui connaît la RTI d'habitude, hein, elle ne va jamais nous donner l'information. Vous savez que c'est faux, la preuve, vous êtes sur ce plateau, sinon on ne vous aurait pas invité non plus. Je sais que c'est faux. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça comme ça, même quand c'est faux. Sinon on ne vous aurait même pas appelé sur ce plateau. Oui, c'est pourquoi je dis que... On vous aurait empêché d'être là. C'est pourquoi je dis que la proactivité venant de vous, ça va nous faire gagner du... Ça, c'est une mésinformation parce qu'elle est délivrée. Tout ça, voilà. Oui, maître, ça, pour vous, aujourd'hui, le salut doit venir d'où? Bon, moi, je vois que 4 axes. Malheureusement, deux ont échoué. Le premier axe, c'est l'autorégulation. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux peuvent se donner eux-mêmes des lignes de conduite. Mais malheureusement, ça dépend de la volonté. Il faut pouvoir passer outre. Cette volonté-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, ces organes-là, ces réseaux sociaux ont également des lignes de conduite. Mais ce n'est pas contraignant. Donc, l'autorégulation, pour moi, a échoué. Il y a également la régulation. La régulation, les régulateurs, ce sont les organes qui ne dépendent pas vraiment du pouvoir judiciaire. Ce ne sont pas des juges, mais ce sont des autorités indépendantes qui interviennent dans un secteur. On a la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, on a la RTCI et tout ça. Mais la régulation, contrairement à ce que le professeur disait, pour moi, ça a échoué. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue technologique, on est dans une convergence. Il y a 10 ans, comme je disais, pour avoir votre mail, vous aviez besoin de votre ordinateur. Pour avoir des informations, vous aviez besoin de la télévision. Pour prendre des photos, vous aviez besoin d'un appareil photo. Mais aujourd'hui, tout cela est concentré dans un seul équipement, le téléphone portable. Donc, est-ce que c'est l'AAK qui va régir le domaine? Est-ce que c'est la RTCI? Donc, la régulation, pour moi, ne peut pas. La seule chose qui reste, et là, M. Ncho et Dr. Yuan ne vont pas être d'accord avec moi, c'est la réglementation. Peut-être dans la réglementation, je pourrais insérer la sensibilisation. Okay. Mais il me semble que vraiment, l'élément déterminant qui peut encadrer véritablement Internet et les réseaux sociaux, c'est une réglementation efficace. C'est vrai que les réseaux sociaux évoluent du point de vue technologique, mais la réglementation également évolue. Mais il faut qu'elle soit présente avec une répression. Peut-être pas nécessairement qu'on envoie en prison, mais au moins qu'on interpelle. Qu'on interpelle également, qu'on fasse de la sensibilisation. Mais pour moi, l'élément efficace, c'est
les différents textes de loi qu'on a. La loi de 2013 sur la cybercriminalité, la loi de 2013 sur la protection des données à caractère personnel. Ces deux textes-là sont largement suffisants. Est-ce que cette loi, justement, cette loi de juin 2013, vous la trouvez adaptée? On a Ou bien vous y voyez des faiblesses? Non. Dans notre vie courante, une année se voit en 12 mois. Mais dans les réseaux sociaux ou sur Internet, une année, c'est 3 mois. Donc, vous voyez qu'en un an de notre vie, sur Internet, on a passé à peu près 3 ans, 4 ans. Donc, ça évolue très rapidement. Les comportements sur Internet évoluent, les technologies évoluent. Malheureusement, la loi, comme je l'ai dit, la loi date de 2013. La loi est déjà, entre guillemets, dépassée. Il y a de nouveaux comportements qui existent, mais qui ne sont pas pris en compte par la loi. Donc, cette loi, c'est déjà quelque chose qu'elle soit présente. Et pour moi, vraiment, je pense que la répression, avec un peu de sensibilisation... Okay. Vous pensez aujourd'hui que les réseaux sociaux ne doivent pas être régis par les mêmes textes que les médias traditionnels? Non. Ou bien il y a une confusion? Non, il y a une confusion. C'est-à-dire que les médias traditionnels, je crois qu'il ne faut pas qu'on réglemente des technologies. Il faut qu'on réglemente un service. On réglemente la diffusion d'Internet, la diffusion d'informations sur les plateformes technologiques. Une fois qu'on a régulé ce secteur-là, c'est déjà bon. D'accord. Oui, c'est votre avis, Dr Yuan? Non, moi je pense que on ne peut pas dissocier le réel du virtuel. On ne peut pas chercher à réglementer le virtuel sans tenir compte, sans prendre en compte le réel. Simplement parce que les réseaux sociaux, en réalité, c'est le reflet de la société. Qu'on le veuille ou non, c'est le reflet de la société. Donc, si on doit réglementer le virtuel, il faut aller à la racine. La racine, c'est le physique, c'est la réalité que nous vivons tous les jours. Et de mon point de vue, l'une des pistes serait d'introduire dans le système éducatif ivoirien l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, peut-être dans un premier temps, comme un chapitre d'une matière qui existe, et puis à la longue, dans un deuxième temps, comme une matière à part entière. Parce qu'il y a un déficit d'éducation aux médias dans les écoles, dans la société. On ne sait même pas ce que c'est. Donc, s'il y a une bonne éducation de la population, déjà dès le bas âge, dans les écoles, le problème peut être résolu à moitié. Donc, on part à la racine, qui est le physique dans l'éducation, et ensuite, avant d'arriver dans le virtuel. Mais si on veut seulement tenir compte du virtuel, le problème va toujours ressurgir, puisque le mal se trouve, si on peut le dire, à la racine. Donc on ne peut pas dissocier, de mon point de vue, cette solution si on doit juguler donc, les excès, les abus sur les réseaux sociaux. Il faut commencer par l'éducation aux médias et puis permettre à ce que les élèves, puis les lycéens et les étudiants puissent avoir un comportement assez exemplaire, correct sur les réseaux sociaux. Je veux terminer par des chiffres, parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais il y a des chiffres quand même qui vont très vite. Facebook, en Côte d'Ivoire, c'est 5 millions d'utilisateurs, 5 millions d'utilisateurs sur 26 millions d'habitants. C'est quand même assez énorme. C'est assez énorme. Et les utilisateurs les plus fréquents, les plus nombreux, sont des jeunes de 18 à 35 ans. Ils font plus de 50, sinon 60% des utilisateurs de réseaux sociaux. Donc, déjà que cette donnée existe, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. Il faut éduquer les jeunes. Vous avez dit plusieurs fois l'éducation, mais quelle éducation? Dites-nous véritablement la nature de l'éducation. Est-ce que c'est véritablement l'éducation qui est mise à mal? Oui, comme je le dis, les réseaux sociaux, en fait, c'est le reflet de la société, d'une façon ou d'une autre. C'est le reflet de la société. La manière dont nous sommes,
La manière dont nous nous comportons dans la société, ben, c'est de cette manière-là que ça se passe sur les réseaux sociaux, sauf que là, c'est amplifié avec l'anonymat, le semblant d'anonymat. Donc, forcément, il faut une éducation de base, une éducation aux médias qui peut permettre donc aux Ivoiriens, aux élèves, à tout le monde de savoir l'attitude appropriée à avoir quand on est sur les réseaux sociaux parce qu'on est dans une plateforme publique, en fait. Mais j'ai l'impression que Yaousho n'est pas totalement d'accord avec vous parce que lorsque vous parlez d'éducation, vous faites beaucoup allusion aux médias. Or, lui, il est très, très clair sur cette position et dit qu'il ne s'agit pas des médias. Non, moi je pense que le salut va venir de la formation, tout simplement. C'est la même chose qu'on dit sur ce point. Le salut va venir de la formation, mais formation par qui? Formation par les jeunes. C'est maintenant les jeunes, c'est-à-dire ceux qui utilisent déjà les réseaux sociaux, qui doivent expliquer aux anciens, qui doivent expliquer aux autres ce que c'est que les réseaux sociaux, ce que c'est que les technologies. C'est là l'éducation aux médias, en fait. Oui, il faut bien comprendre, il faut être formé. Qui doit être formé? Tout le monde doit être formé. Les juristes doivent être formés. Les juristes doivent comprendre qu'ils ne doivent pas penser simplement à la répression. À la répression. Ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas penser simplement à la répression. Ils doivent comprendre comment les technologies fonctionnent, comment les gens voient les choses aujourd'hui. Les journalistes doivent comprendre. Ils doivent comprendre qu'ils doivent réagir plus rapidement, etc. On doit comprendre comment les choses sont utilisées aujourd'hui. Il faut de la formation. Tout à l'heure, il y a une dame, je crois, dans le reportage, qui disait que des gens utilisent Internet pour s'amuser. Il ne faut pas donner de téléphone portable aux enfants. Non, mais la Covid nous a montré que tout le monde avait besoin d'utiliser les technologies. Dans les écoles, des gens ont commencé à utiliser les technologies. Et même dans les écoles, on a commencé à envoyer des cours par WhatsApp, alors qu'il y a une loi. Par exemple, le télétravail, par exemple. Oui. Alors qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui dit qu'on ne doit pas donner un téléphone portable à des enfants de 12 ans, etc. Mais la situation était exceptionnelle. Voilà, la situation était exceptionnelle. Mais la situation a toujours été exceptionnelle. C'est la même situation chaque fois. On doit permettre aux gens d'être formés. On ne doit pas avoir peur des technologies. Et même si vous voulez, pourquoi des gens vont sur Internet et ils s'amusent? Parce qu'il y a un problème de contenu. Nous avons utilisé, moi quand j'ai commencé à utiliser les technologies, c'était pour draguer des filles. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait des cours, qu'il y avait des formations, qu'on pouvait étudier. Et je crois que beaucoup de gens ont commencé à utiliser les technologies comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut mettre du contenu sur Internet. Des gens vont trouver du contenu sur Internet, ils vont se former. Quand des gens se forment, ils changent. Moi, j'ai été d'abord, quand j'ai commencé à utiliser l'Internet, j'ai appris le piratage informatique. Lorsque j'ai commencé à étudier, j'ai compris qu'il y avait des formations dans le domaine du piratage informatique. Quand j'ai fait la formation et que je suis devenu pirate informatique certifié, avec une certification du ministère américain de la Défense, j'ai compris que je peux travailler comme consultant. J'ai compris que je peux travailler dans ce domaine. Donc ça a changé ma manière... Vous êtes rendu utile. Bien sûr, ça a changé ma manière de voir. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait pour qu'il y ait une école qui forme dans le domaine. Et ces jeunes-là qui viennent, ce sont des jeunes aussi qui avaient le même sens. Il faut utiliser les technologies pour voler, pour faire ceci, mais qui ont compris, non, je peux faire une formation. Vous leur avez inculqué la bonne Bien éducation. Sûr. Donc, il faut se former. Il faut emmener les gens à se former. Et si les gens commencent à se former, vous allez voir que leur mentalité, leur manière d'agir va changer. Il ne faut pas dire qu'ils vont aller en prison. Parce que quand on dit aux gens qu'ils vont aller en prison, comme je dis, ils n'ont pas peur. Ceux qui utilisent les technologies pour faire du mal n'ont pas peur. Là, vous vous adressez à Metsa qui va vous répondre et puis... Non. Pour moi, je ne dis pas qu'on doit faire de la répression exclusivement. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au temps de la répression. Ça n'exclut pas la sensibilisation. La sensibilisation doit être toujours de mise. Mais il y a un élément important que les deux ont cité, c'est la formation. Aujourd'hui, pour bien parler de l'anglais, on est obligé d'aller à l'école. On peut apprendre l'anglais ou bien même le français dehors. De la même manière, pour bien utiliser les réseaux sociaux, pourquoi ne pas introduire dans l'éducation nationale des cours sur les réseaux sociaux? Pas des cours d'informatique, mais des cours sur les réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux? Quels sont les risques juridiques
que vous prenez en utilisant les réseaux sociaux. Ça, je pense que ce serait très important. Aux médias, en fait. Et c'est urgent. D'accord. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation sur les réseaux sociaux, vous vous dites on est arrivé à un point de non-retour où on ne peut plus rien faire? Si, on peut faire beaucoup de choses. Parce que vous avez démontré que c'est une mentalité, que psychologiquement, ce sont des personnes qui sont prêtes à continuer. Oui, elles sont prêtes à continuer, mais vous savez, fort heureusement, lorsque vous vous organisez en groupe et que malgré vos provocations à travers les fake news, malgré vos provocations à travers les appels à la haine, malgré vos provocations à travers l'appel à l'agression, et que vous trouvez en face d'une société qui vous répond de la façon la plus responsable possible, vous êtes obligé d'arrêter. Vous êtes obligé d'arrêter. Peut-être que c'est de ça que Maître Sarr veut parler en parlant des sanctions, mais la sanction n'est pas toujours l'emprisonnement, n'est pas toujours la chicotte. La sanction, aussi, quelquefois, c'est la fermeté en rappelant l'autre à l'ordre. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ces jeunes qui sont tapis dans l'ombre et qui utilisent des images, qui utilisent, des faux comptes pour faire tout cela, ils sont conscients que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Fort heureusement, quand on les interroge, enfin, ceux qui sont attrapés, quand tu mets la main sur eux, ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bon. Mais c'est juste dans un contexte. Mais comme tout contexte, quand le test n'est plus, le contexte n'existe plus. Donc, après, ça sera des faits banals, puis bon, on passe à autre chose. Donc moi, je suis convaincu que ces choses-là vont s'arrêter et les différents pays vont passer à un autre schéma. D'accord. Docteur Youan, lorsque vous parlez d'éducation aux médias, qu'est-ce que vous voulez contrôler exactement? Est-ce que ce n'est pas proche de la censure? Non, du tout. Ce n'est pas... C'est pas du tout... Lorsqu'on dit voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut faire, finalement, qu'est-ce qui doit être sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui ne doit pas être? Donc, quand on parle d'éducation aux médias, comme l'a dit tout à l'heure Maître Sarr, c'est de former les jeunes déjà dès le bas âge dans les écoles, en leur inculquant des savoirs, ce qu'ils ne savent pas concernant les réseaux sociaux, leur usage, les excès, les limites, ce qu'on peut en tirer de bon, ce qui les dérive et justement aussi à quoi peuvent conduire les dérives. C'est tout ça, en fait, l'éducation aux médias, montrer, former les jeunes. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un réseau social. Ils ne peuvent même pas faire la différence entre un réseau social et un média social. Ils confondent, ils ne savent même pas non plus les excès, ils ne connaissent même pas l'arsenal juridique, ils ne savent pas non plus quelles peuvent être leurs limites, en fait. Et encore, même, ils ne peuvent même pas savoir qu'avec les réseaux sociaux, ils peuvent avoir un métier, ils peuvent monétiser, n'est-ce pas, leur présence sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout cela qu'il faut inculquer aux jeunes, de sorte qu'ils se reconvertissent, comme Moucho, qui l'a fait. Lui, ça a été un cas peut-être isolé, mais s'il y a une formation à grande échelle dans les écoles, ben, on aura beaucoup de jeunes qui vont se reconvertir et qui vont prendre un autre chemin carrément et avoir un autre usage des réseaux sociaux. 30 secondes vraiment pour conclure. Docteur Youan, qu'est-ce qu'on doit faire, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ce n'est pas, il faut pas jeter en pâture ou bien vilipender ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Il ne faut pas non plus avoir peur des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut retenir, il faut voir le verre à moitié plein, il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Et puis, l'autre moitié, ben, il faut sensibiliser, il faut continuer à former de telle sorte qu'on puisse obtenir un élément beaucoup plus positif, on va dire, de l'usage qu'on a des réseaux sociaux. Professeur Djebi, 30 secondes, votre conclusion? Les réseaux sociaux, pour moi, constituent un instrument de développement. Et comme tout instrument de développement, quand on l'utilise bien, il permet à tout le monde de se développer. Quand on l'utilise mal, on assiste à ce que nous voyons aujourd'hui et que nous regrettons.
pour moi, c'est un instrument de développement. Il faut l'entourer d'un arsenal, éducationnel, un arsenal juridique, pour que cet instrument-là soit bien utilisé par la population. Et Oncho? Moi, mon message, c'est beaucoup plus aux jeunes. C'est beaucoup plus aux jeunes. Les technologies, c'est plein d'opportunités. C'est plein d'opportunités. Vous voyez, il y a un tel débat. Aujourd'hui, les gens ont peur des technologies. Et s'ils ont peur des technologies, c'est une opportunité parce que c'est nous qui maîtrisons les technologies. Donc, si nous maîtrisons les technologies, on peut vendre. On a quelque chose à vendre, on a quelque chose à enseigner, on peut former des gens, on peut proposer des solutions. Il y a tellement de choses qui seront utiles pour les politiques, pour les gouvernements, pour les entreprises, et il faut en profiter. Il ne faut pas laisser cela, il faut en profiter. Il faut en profiter, Maître Sarr. Oui, bon, moi je pense que les réseaux sociaux sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, au cœur du développement. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais comme je l'ai dit, la sensibilisation doublée d'une répression peut encadrer efficacement le développement des réseaux sociaux. Un élément dont on a parlé également, l'éducation. L'éducation dès le bas âge sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Maître Sarr. Merci à vous aussi, au professeur Guy Bichan. Merci au docteur David Yuan et à Oncho d'avoir participé à cette émission. C'était véritablement un plaisir. Voilà qui nous amène à conclure que les réseaux sociaux, on ne s'en passera jamais. Bien au contraire, c'est un mal nécessaire, beaucoup de dérives, mais que de services rendus par les réseaux sociaux. Le sujet du jour, c'était information, désinformation et mésinformation. C'est terminé. C'était le 100e numéro de notre émission Le Débat. Merci pour votre fidélité et bonne soirée sur RTI 1.